Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, les appels à l'aide ignorés, les failles de la DPJ, un ex-député autochtone et sa plainte à la Commission des droits de la personne, l'épin de la discorde, le conflit entre Kanesatake et Oka se poursuit. Koué, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je vous présente le bulletin de nouvelles de mon appartement, car je suis dans une zone rouge. À la suite du meurtre de 2 enfants de la communauté Huron-Wendat de Wendake, les regards se tournent vers la protection de la jeunesse, alors que plusieurs appels lancés aux autorités ont été ignorés. Voici le reportage de Lindsay Richardson. La communauté Huron-Wendat de Wendake, à 2 pas de la ville de Québec, a connu des meilleurs jours. Ses membres sont en deuil à la suite du récent meurtre de 2 frères âgés de 2 et 5 ans. Leurs noms sont protégés par une interdiction de publication. Un suspect a été accusé de meurtre au second degré et doit comparaître devant les tribunaux en novembre. C'est des enfants. C'est des petits-enfants qui venaient au CPE et qui venaient dans nos écoles. Donc, qui étaient nos enfants. Dans une lettre ouverte, la mère du suspect explique que ce dernier souffre de maladie mentale. Il a demandé de l'aide, mais il n'en a jamais reçu. Conrad Sioui mentionne que la mère des enfants a communiqué avec la protection de la jeunesse à plusieurs reprises avant leur décès, mais elle n'a jamais obtenu de soutien. She cried out loud, you know. The DPG, you know, she asked for help, you know. She requested help. Was she answered? La communauté de Conrad Sioui tente de faire face à la situation en organisant une marche de guérison en hommage aux enfants maintenant connus sous le nom des Petits Anges de Wendake. Le gouvernement du Québec promet une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais il s'agit d'un scénario familier. Québec a également annoncé une enquête en 2019 à la suite du décès d'une petite fille de 7 ans survenue à Granby, à l'est de Montréal. La belle-mère de la victime a été accusée de meurtre au second degré. Une plainte présentée à la protection de la jeunesse avait été ignorée. Cette semaine, Québec a annoncé que le dépôt du rapport intitulé « Commission Laurent » est reporté à 2021. Depuis le début de l'enquête, le nombre de signalements à la protection de la jeunesse a augmenté de 12%. Plus de 300 plaintes sont reçues chaque jour. Et bien que moins de 3% des enfants au Québec soient autochtones, ces derniers représentent 15% des enfants présentement en famille d'accueil. J'ai carrément perdu ma langue, perdu ma culture, le fait de qui j'étais, tu sais. Xavier Mouchoum a été l'un d'eux. En 2016, en utilisant l'histoire de M. Mouchoum comme exemple, le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné une indemnisation pour tous les enfants des Premières Nations encore vivants ayant eu recours au service de protection de l'enfance. Le gouvernement du Canada conteste cette décision. En réponse, il a présenté le projet de loi C-92. Celui-ci donne aux Premières Nations le droit de créer leur propre système de protection de la jeunesse à compter de janvier 2020. Mais le gouvernement du Québec s'y oppose. Québec est à la cour dans ce domaine-là parce qu'il dit que c'est une de ses juridictions et ce n'est pas le fédéral. Mais dans le fond, c'est une juridiction essentiellement Première Nation qui nous touche, qui nous regarde parce que, encore là, personne, ni au Québec, ni en Ontario, ni en Colombie-Britannique, ni en Nouvelle-Écosse, personne ne peut prétendre qu'ils ont réussi. C'est un échec lamentable, global. Le rapport du Commission Vient fait plus de 20 recommandations visant à restructurer le système de protection de l'enfance actuel, précisant que depuis des années, celui-ci a été imposé de l'extérieur au peuple autochtone. Mais reprendre le contrôle n'est pas facile. Québec exige des preuves approfondies que le système des Premières Nations est plus efficace que le système de protection de la jeunesse de la province. Près de 20 ans ont été nécessaires à la nation Atikamekw pour se doter des ressources nécessaires avant de signer une entente avec la province en 2018. Il m'apparaît important de souligner qu'il s'agit de la toute première nation autochtone à avoir entrepris des négociations dans ce sens au Québec. Malgré cela, il n'y a que 2 de leurs communautés qui sont couvertes par l'entente.
La priorité, maintenir les enfants autochtones dans les familles d'accueil autochtones, une préoccupation à travers tout le Québec. Une femme de Wahat Macmaniutnam, dans la région de la Côte-Nord, a fait appel à Facebook pour demander de l'aide quand elle s'est aperçue que le système de protection de la jeunesse voulait prendre ses petits-enfants. En Innu, elle explique comment les policiers sont entrés chez elle pour s'emparer des enfants, pendant que ces derniers essayaient de se cacher sous la table de la cuisine. Les membres de la communauté sont intervenus en grand nombre pour empêcher que les policiers les saisissent. Finalement, un autre résident a offert de prendre les enfants avec elle afin d'éviter qu'ils soient séparés et envoyés dans d'autres villes, à respectivement 200, 300 et 1700 km de là. Pendant ce temps, à Wendake, Conrad Sioui affirme que ce n'est pas le nombre d'analyses effectuées par Québec qui réconfortera la mère en deuil. I spoke to her father, and so the grandfather, and he said, "My daughter, she's not able to even to walk almost. You know, she's sleeping. She's in bed. You know, so could you imagine, you know, the pain and the sorrow, and how, you know, such an event could not only break a family, a community, a nation, and many more people also. It's not a question of First Nations, or it's a question of human beings. You know, we're all human beings. You know. Un premier rapport concernant les décès à Wendake est attendu avant Noël, mais des améliorations au système étaient attendues hier. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Alexis Wawanolat est Abénaquis et est un ancien député du Parti québécois. Il est maintenant juriste. Wawanolat s'est vu refuser une police d'assurance parce qu'il était domicilié dans une communauté autochtone. Je vous présente les détails de cette affaire. Alexis Wawanolat conduit sa voiture avec plus ou moins sans souci. Si quelque chose se produit, il est assuré. Mais pour l'homme Abénaquis, obtenir l'assurance a été la partie la plus difficile. J'appelle le numéro de l'Industriel Alliance et du moment où je sors mon code postal qui est sur réserve, la dame me dit « Ah, ça c'est sur réserve, on ne peut pas vous assurer ». Selon Wawanolat, la politique de l'Industriel Alliance contiendrait un règlement sur la non-vente d'assurance auto pour les personnes qui vivent dans les communautés autochtones. L'Industriel Alliance n'a pas voulu commenter en entrevue, mais dans un courriel a dit que la compagnie a choisi d'être présente dans certaines régions du Québec et non dans d'autres, qu'elles soient autochtones ou pas. Ils m'ont dit que c'était la politique de l'entreprise, puis que c'était comme ça, puis que si je portais plainte, ça passera pas, puis ça donnait rien. Alors, Wawanolat a décidé en 2018 de porter plainte à la Commission des droits de la personne. Parce que c'est ça ici, c'est un cas de racisme systémique. Le tribunal a organisé une médiation entre les parties qui fut un échec. Un autre enquêteur est affecté et plusieurs mois passent. En août, Wawanolat reçoit une lettre comme quoi son dossier est fermé. Wawanolat apprend par la suite sur cet enquêteur sur son LinkedIn ou sur le site de sa compagnie, c'est qu'en plus de travailler comme enquêteur à la commission, monsieur a aussi une compagnie qui offre des services d'évaluation de sinistres aux compagnies d'assurance. Il y a là un conflit d'intérêts, dit Wawanolat. Et s'ensuivent, selon Wawanolat, des demandes d'explication avec la commission. Il reste que nos droits au peuple autochtone, nos droits aux membres des peuples autochtones sont souvent brimés. L'organisme qui serait là, supposé d'être là pour nous aider, je ne sais pas, on ne m'a pas répondu combien d'employés autochtones même on avait au sein de la commission pour desservir les peuples autochtones. Insatisfait, Wawanolat demande qu'un enquêteur indépendant réexamine son dossier et puis qu'il y ait une introspection face au racisme systémique au sein de la commission. Le Centre de recherche-action sur les relations raciales, une organisation de droit civil sans but lucratif, est d'accord avec Wawanolat et agit maintenant en son nom. Le racisme systémique, c'est pas nécessairement une intention, une volonté, ça peut l'être, ça peut venir d'intention directe, mais ça vient souvent de politiques comme ça qu'on pense faire pour appliquer pour tout le monde, mais qu'au bout de la ligne,
ça a un effet préjudiciable, discriminatoire. La Commission dit à APTN qu'ils ne seront pas en mesure de commenter sur un dossier ouvert, mais a confirmé qu'il est toujours actif. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'un conflit de longue date, d'une pinède où ces pins sont sacrés dans le territoire mohawk de Kanesatake. La ville de Oka veut en faire un site patrimonial. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le conflit de longue date entre la ville d'Oka et le territoire mohawk de Kanesatake se poursuit. Cette fois-ci, Oka tente de revendiquer la pinède, le site de la crise de 1990, comme site patrimonial. Un reportage de Lindsay Richardson. Pour Kanesatake, ces pins sont sacrés. Selon la tradition orale, ils auraient été plantés par les Mohawks il y a des centaines d'années. Mais aux yeux de la municipalité d'Oka, ces pins se trouvent sur le territoire municipal. C'est un problème qui remonte à bien avant la crise de 1990. Voilà pourquoi les récentes consultations organisées par Oka pour transformer la pinède en un site patrimonial ont une connotation sinistre. Au moment, je suis pas mal désolé qu'on va descendre dans ce chemin-là encore. Il y a quelques semaines, la ville d'Oka a annoncé son intention de classer la pinède comme site du patrimoine provincial, à la suite d'une nouvelle indignation de la part de Kanesatake et de l'envoi d'une lettre au premier ministre du Québec. Le conflit a été temporairement suspendu. On s'entend que les gens de Kanesatake font partie du territoire d'Oka. Donc, Kanesatake fait partie du territoire d'Oka. Mais la semaine dernière, le maire d'Oka, Pascal Quevillon, a commencé à organiser des consultations publiques. Il propose maintenant un règlement qui désigne la pinède comme site patrimonial municipal en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec. Un processus qui n'exige aucune consultation auprès des Premières Nations ni leur consentement explicite. Le Conseil Mohawk déclare que la stratégie de Quevillon est une mascarade pour déposséder les Mohawks de la gestion de leurs terres. C'est une question de race, encore. Il l'a même dit lui-même que si les Mohawks étaient pour rapatrier ces terres-là, qui sont libres à transférer, que la municipalité d'Oka serait enclavée par les Mohawks. Une partie du lot en question est un terrain privé. Depuis 1 an et demi, le développeur Grégoire Golin collabore avec Kanesatake dans l'espoir de le rapatrier. Pourtant, la ville d'Oka affirme agir de bonne foi pour préserver la pinède et que M. Golin approuve ce plan. Et M. Golin ne s'est pas opposé, ne s'opposera pas non plus là, à ce changement. Le Conseil Mohawk pense autrement. He wants to build a wall, while Mr. Golin wants to build bridges. Le maire Quevillon a répondu à la demande d'entrevue d'APTN avec la déclaration que la pinède a été plantée par les Oquas et les Amérindiens et la protection de la pinède devrait être une vertu partagée. Pendant ce temps, Serge Simon menace d'entamer des poursuites judiciaires. Il faut qu'il réalise que le titre autochtone existe. Et on ne devrait pas craindre le titre autochtone parce qu'on peut travailler dans le contexte du titre autochtone pour le bénéfice de tout le monde. Le Conseil Mohawk déposera un mémoire juridique sur le conflit de la pinède au cours des prochaines semaines. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kanesatake. Il s'est écoulé plus d'une semaine depuis l'évacuation de quelques centaines de membres de la Première Nation Nisga'a, en raison de la présence d'une substance huileuse inconnue dans son réservoir d'eau. Maintenant, la communauté a été entièrement évacuée. Le chef Chris Muñoz, qui a dû quitter son domicile comme plusieurs autres, y est retourné en compagnie de responsables fédéraux pour évaluer les conditions et faire plus de tests. Un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur à Nisga'a depuis 26 ans. Les membres de la bande demeureront à Thunder Bay jusqu'à ce que le gouvernement fédéral réponde aux demandes de la communauté. Environ 2 douzaines de membres ont décidé de rester dans la communauté pour veiller au grain. They talked about their passion to keep the community safe, to make sure that the houses are looked after, to make sure even our furry friends are looked after. And that motivates me. That makes me want to
keep on fighting and addressing the issues that are here in the community. Une semaine s'est écoulée depuis la reprise des tensions entourant le 1492 Landback Lane à Caledonia, en Ontario. Et rien n'indique que le conflit sera bientôt terminé. Aujourd'hui, certains membres de la communauté nous donnent leurs impressions. Le reportage d'Annette Francis à Six Nations. Gary Foreman et son partenaire ont mis sur pied une petite entreprise près du village de Oshwegan, sur le territoire de Six Nations. Entre cette entreprise et un autre emploi, cet homme Mohawk a un horaire chargé qui le garde loin des camps de Landback, situés tout près. Il n'est peut-être pas là physiquement, mais il soutient pleinement les revendications dans les camps. I just knew that was going to happen, where the judge was going to rule against us because, you know, that there's no way we can win in court anyways, because, you know, and so our people just got sick of it so they finally starting to do something, but it's waking up everybody to what's going on, so that hopefully that the federal government will sit down with our people and start negotiating. Le groupe occupe le site Mackenzie Meadows depuis juillet. Ses membres veulent entreprendre les négociations pour reprendre le territoire. La semaine dernière, après une confrontation avec la police, ils se sont fâchés, ont renversé un bus et bloqué la route principale de Caledonia. Taya Miller trouve que ce qui se produit est bien triste. We want our land back. It is our land. I just wish it wasn't how it is today. With all the violence, it should be more of a peaceful protest. Colin Martin agit comme officier de liaison avec la police pour le Conseil des chefs de la Confédération de Haudenosaunee. Il affirme que la communauté est divisée. Yeah, there's some things that have been questioned by our own community, and that's fine and dandy. But again, it's about getting out there and showing that support and being behind your people who are taking a stand and putting their lives at risk in terms of being jailed and fined and on our own territory. Selon Colin Martin, il faudrait éduquer les gens et faire preuve d'unité et de volonté pour régler ce conflit qui perdure. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Six Nations. Après la pause, je vous présente un entretien avec Jennifer Brazo, directrice générale du Centre d'amitié de Lanaudière, qui vient nous parler de l'ouverture récente d'une clinique de proximité à Joliette. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Jennifer Brazo, directrice générale du Centre d'amitié de Lanaudière, qui ont ouvert récemment une clinique de proximité. Mireille Rowan située à Joliette dans leur bureau. Il existe 2 autres cliniques de ce genre à Val-d'Or et à Latuque. Oui, Jennifer Brazo, bienvenue et merci d'être là. Oui, bonjour, merci de m'avoir. Décrivez-nous cette clinique de proximité autochtone. Oui, c'est une clinique qu'on vient juste d'ouvrir. On a reçu nos premières patientes cette semaine. C'est une clinique qu'on a commencé à travailler, ça fait un petit bout quand même au sein du CAL. Puis à travers qu'est-ce qui s'est passé récemment ici à Joliette, on s'est doublement mis pour pouvoir l'ouvrir aussitôt possible, pour pouvoir recevoir nos premières clientes mardi. Il y a combien pouvez-vous recevoir de clientes? C'est quand même limité dans le nombre de clientes qu'on peut recevoir, étant donné que c'est juste 2 après-midi par mois. Alors, ça revient à approximativement 4 personnes par jour, puis pour un total de 8 à peu près. Et on espère pouvoir grandir aux besoins. Pourquoi avoir ouvert cette clinique? Quel est le besoin que vous vouliez combler? C'est une clinique qui était en travaux depuis quand même un petit bout, quelques années. Pourquoi qu'on voulait l'ouvrir? C'est parce qu'on sait déjà qu'il y a un manque de confiance envers le système de santé. Puis
plusieurs personnes, en fait, qui tombent dans les cracks. On voyait avec la commission Vient, il y a eu plusieurs témoignages des Autochtones qui disaient qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, il y avait un manque de confiance, ils vivaient soit la discrimination ou du racisme au sein de l'institution. Les conséquences de ça, c'est qu'on a des membres de la communauté qui ne préfèrent pas aller voir un médecin que de vivre ces genres d'expériences-là. Alors, pour nous, c'était important pour pouvoir offrir un lieu sécuritaire pour les membres pour qu'ils puissent recevoir des soins. Justement, qu'est-ce que la sécurisation culturelle? La sécurisation culturelle, c'est quand même des gros concepts que il y a du monde qui étudie quand même souvent ça, mais pour nous, comment qu'on l'applique, c'est d'avoir un espace où est-ce que le monde peut se reconnaître, qui peut se sentir chez eux sans être jugé. Aussi, on a intégré le Clinics de proximité dans notre concept de santé globale, alors basé sur la roue de la médecine. Alors, s'il y a d'autres besoins qui s'émergent à travers les consultations avec les médecins, nous autres, on est là pour pouvoir leur soutenir à travers les autres services qu'on offre ici au CAP. Quels étaient et quels sont vos défis? On a quand même des grands défis. Nous autres, une des grands défis qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas tout l'équipement qu'on aurait voulu avoir pour pouvoir ouvrir le clinique. Mais on a quand même une bonne partenariat avec un médecin. Puis il nous a appelé et il a dit je viendrai, ouvre tes portes et on va commencer. Alors, on a des débuts modestes, mais c'est quand même un début. Puis on espère avoir plus de ressources pour pouvoir combler les demandes. Pensez-vous que ceci est une solution à long terme pour le racisme dans le système de soins de santé? Je pense que c'est une des réponses qu'on peut avoir. Les recommandations du Commission Vient, le clinique à Val-d'Or, ça a été cité comme une meilleure pratique. Alors, je trouve que pour nous autres, c'était d'appliquer les recommandations qui ont ressorti de cette grande consultation-là. Par contre, il y a différents niveaux qui doivent répondre pour pouvoir réellement faire des gros changements pour qu'on puisse, c'est vrai, changer les réalités pour les Autochtones. Les indicateurs de santé pour les communautés autochtones, on le sait, sont quand même encore plus bas que la population générale. Ça fait des années puis des années que c'est ça la réalité. Puis, pour pouvoir réellement le changer, il va falloir que le gouvernement réagisse, les institutions de santé réagissent, puis prendre ça au sérieux. Merci d'avoir été avec nous. Miigwech, merci de m'avoir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé. Vous pouvez nous joindre par courriel, Facebook et Twitter.